semaine de mars. Et à Poitiers, elle est coordonnée par le LNEC, le Laboratoire des neurosciences expérimentales et cliniques, et l'Espace Mendes France. Et donc ce soir, nous avons le docteur Thomas Borot qui a gentiment accepté notre invitation. Et donc juste quelques mots de sa biographie. Il a tout d'abord fait un doctorat en médecine. Comme ce n'était pas assez compliqué, vous avez continué avec une thèse en neurosciences sur la maladie de Parkinson à Bordeaux. Puis un postdoc à Jérusalem, toujours sur la maladie de Parkinson. Puis vous avez été recruté en tant que chercheur au CNRS. Et après une évolution de carrière, directeur de recherche à l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux, où il co-dirige une équipe dont la thématique est la physiologie et la physiopathologie des fonctions exécutives, dont nous allons entendre parler ce soir des résultats. Et il continue aussi à exercer en tant que neurologue au CHU de Bordeaux. Vous pouvez retrouver à la sortie le livre qu'il a écrit en 2015, Matière à décision, qui justement permet de savoir, lorsque vous prenez une décision, quelle est la part de hasard, quelle est la part du processus de rationalisation qu'il y a derrière. Très abordable à la sortie. Merci beaucoup, merci pour cette très gentille présentation, merci de m'avoir invité et merci à vous d'être là en cette heure tardive pour écouter un petit peu de science dans le cadre de cette semaine du cerveau. Donc ma présentation s'intitule « Une histoire naturelle des compétences ». Elle aurait pu s'appeler « Une histoire naturelle de la rationalité ». J'espère qu'à la fin de la conf, vous aurez compris pourquoi on peut associer ces deux notions. Pourquoi ça avance pas ? Oui, donc je vais juste commencer par... D'habitude, quand on fait des vraies présentations scientifiques, on présente l'équipe en dernier. Là, c'est simplement pour vous faire comprendre que tout ce que je raconte, c'est un travail d'équipe. On n'est jamais seul. C'est moi qui présente ce soir, mais c'est toute une équipe derrière qui a travaillé. Et en plus, tout ce qu'on fait, c'est jamais une seule équipe, c'est plusieurs équipes qui travaillent sur un sujet. Donc la science, je sais bien qu'on a un peu cette idée cette vision de grand... de premier de cordée, ça plairait beaucoup à notre président de la science, mais la science, c'est un travail d'équipe qui est fait. On ne peut pas travailler chacun de notre côté. C'est vraiment quelque chose qui se fait en collaboration. Donc voilà. Tous ces gens ont participé à ce projet, le laboratoire, les collaborateurs, des anciens du labo. Et puis il y a aussi d'autres équipes. Bien sûr, je ne vais pas présenter que le travail qui vient de notre équipe. Beaucoup de ce que je vais présenter aujourd'hui a été fait par d'autres équipes partout dans le monde. Donc je m'intéresse à la rationalité parce qu'il y a ce présupposé que notre civilisation est basée sur le postulat que nous sommes rationnels. C'est vrai pour notre système économique, c'est vrai pour notre système politique, etc. Et la question se pose de savoir si ce postulat est bien exact. Et vous vous doutez que si on se pose la question, la réponse va être pas forcément positive. Alors, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que c'est une préoccupation récente. Finalement, notre civilisation se préoccupe de rationalité qu'à partir du début des temps modernes, vers la fin de la Renaissance, où c'est vraiment à ce moment-là. On voit apparaître dans la littérature avec le dilemme cornélien, par exemple, qui est vraiment symbole. Jusque-là, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans la littérature. Et sur le plan de la philosophie, même si la question se pose depuis la plus haute antiquité, c'est au XVIIe siècle que la rationalité va vraiment être formalisée de façon mathématique, avec le dilemme de Pascal. Alors je ne rentrerai pas dans les détails du dilemme, mais vous en avez tous entendu parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la première fois dans l'histoire de la philosophie qu'un problème de rationalité est posé de façon mathématique. Et cette tendance va continuer avec l'émergence au XVIIIe siècle de l'économie, qui va être la science. L'économie, au départ, c'est la science de la rationalité, qui part du principe qu'un marché, la mise en place d'un système économique, émerge de l'interaction d'individus qui se comportent de façon rationnelle. Donc il y a toute l'économie est basée là-dessus, que l'agent, l'unité de base d'un système économique est rationnel. Et cette notion va être développée. Au XXe siècle, elle va être mise en axiome, notamment la façon dont les choix sont faits vont être axiomatisés. Donc il va y avoir tout un tas de lois mathématiques qui vont être posées par des économistes. Et au milieu du XXe, patatras,
la belle cathédrale commence à s'effondrer. Alors le premier à avoir donné un coup de canif dans le système, c'est Maurice Allais. Bon, vous reconnaîtrez que les économistes n'ont pas des gueules très sympathiques, hein, tous. Mais qui est le premier à montrer que des économistes eux-mêmes, il a présenté son fameux paradoxe à un congrès scientifique d'économistes, et il les a mis en défaut. Il leur a montré qu'eux-mêmes, en fonction de la situation dans laquelle, la façon dont il leur posait un problème, la façon dont ils choisissaient ne suivait pas les lois qu'ils avaient eux-mêmes contribué à mettre en place. Donc c'est le premier à avoir donné un coup de canif. Ensuite, d'autres ont suivi. Simons, qui est ici, lui a postulé qu'en fait la rationalité des agents était limitée. Donc les agents étaient rationnels dans une certaine limite. Et cette limitation était liée à des problèmes de capacité de calcul, incapacité en fait du cerveau humain à absorber toutes les informations et à les mettre en rapport les unes avec les autres. Alors, incapacité du cerveau lui-même, et puis aussi du temps. En fait, un problème de temps. Souvent, on prend des décisions dans un temps imparti qui ne nous permettent pas d'effectuer tout ce calcul. Donc, son postulat, c'est qu'en fait, le cerveau est en lui-même rationnel, c'est juste qu'il n'a pas toutes les informations pour que les décisions soient prises de façon rationnelle, et le temps qui lui est imparti ne le permet pas. Il a essayé de sauver les meubles d'une certaine façon. Le troisième économiste qui a été très influent, c'est Daniel Kahneman, qui lui c'est beaucoup plus récent, il a eu son prix Nobel en 2002, et il a mis en place ce qu'on appelle la théorie des perspectives, donc qui part du principe que quand vous effectuez un choix, vous fixez vous-même un point de référence, et à partir de ce point de référence, vous allez évaluer les gains et les pertes, et la façon dont vous allez évaluer les gains et les pertes ne va pas être symétrique. Vous évaluez les gains avec une prime à la certitude. Donc vous préférez choisir quelque chose de certain plutôt que quelque chose de peut-être plus intéressant, mais dont l'obtention n'est pas certaine. Donc il y a une aversion du risque pour les gains. Et pour les pertes, c'est l'inverse. Vous aurez tendance à choisir, si vous envisagez qu'il y a une perte en jeu, aurez tendance à choisir une perte qui peut être importante, mais qui est incertaine, plutôt qu'une perte certaine qui serait éventuellement plus faible. Donc il y a une espèce de dissymétrie dans la façon dont on choisit, et ça a été montré chez l'homme à plusieurs reprises. Il se trouve que sur pas mal de modèles animaux, on le retrouve, y compris chez le primate, mais c'est pas trop le propos de mon talk aujourd'hui. Et associé à ça, en plus, il y a une distorsion dans l'évaluation des probabilités. Donc ça, c'est le cadre théorique qui est utilisé maintenant par les économistes. Donc ils ont accepté que les décisions n'étaient pas rationnelles, et ils utilisent ce cadre pour définir en fait les limites de la rationalité chez l'homme. Il se trouve qu'à peu près simultanément, les biologistes se sont intéressés à la question, et avec une approche un petit peu différente. Alors le premier, c'est un certain Ernstein, qui était un élève de Skinner. Skinner, vous en avez peut-être entendu parler, c'est celui qui a inventé les boîtes opérantes pour faire des expériences chez les rongeurs. Donc lui, Ernstein, il ne s'intéressait pas aux rongeurs, il s'intéressait aux pigeons. Je ne sais plus pourquoi, je ne me souviens plus pourquoi il s'était intéressé aux pigeons au départ. Il étudiait le choix chez le pigeon. Il avait mis en place une tâche qu'on appelle la tâche des bandits manchots. Donc le bandit manchot, c'est le surnom de la machine à sous. Et l'idée, c'est de faire choisir aux pigeons entre deux machines à sous virtuelles qui ont des probabilités de récompense différentes. Et donc l'animal, par essai-erreur, de trouver le système. En fait, ce n'est pas vraiment des machines à sous, mais c'est un système qui fonctionne de la même façon. C'est des espèces de petits leviers sur lesquels il est donné un coup de bec. Et en fonction du levier qu'il avait choisi, il a une probabilité plus ou moins importante d'obtenir une récompense. En l'occurrence, c'était des graines pour le pigeon. Et quand il a fait ce type d'expérience, il a obtenu ce type de résultat qu'on appelle des courbes d'apprentissage, sur lequel ici vous avez le nombre d'essais au cours d'une session, donc dans la même journée, et ici vous avez la probabilité que l'animal choisisse l'option la plus intéressante. Et donc au début, les animaux choisissent de façon aléatoire, puis ils se mettent à choisir préférentiellement l'option la plus intéressante, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce préférentiellement, c'est-à-dire que normalement, s'ils étaient purement rationnels, une fois qu'ils avaient compris qu'un des deux était plus intéressant que l'autre, ils devraient le choisir systématiquement, mais ils continuent à choisir l'autre option. Donc leurs performances ne sont pas optimum. Ils choisissent l'option la plus intéressante de façon générale le plus souvent, mais c'est seulement le plus souvent, ce n'est pas systématique. Et donc ça aussi, c'est donc pour Einstein, ça a été un marqueur d'irrationalité chez les animaux.
Alors vous pourriez me dire que c'est normal, c'est des pigeons, c'est des oiseaux un peu couillons, mais en fait l'expérience a été reproduite chez des dizaines et des dizaines d'espèces. Bien sûr, tous les rongeurs y sont passés, les primates y sont passés, l'homme aussi, l'homme se comporte exactement de la même façon. Et puis alors j'ai un papier ici, je n'ai jamais très bien compris pourquoi, mais ça a été testé chez le coyote. Et donc le coyote reproduit ce même type de comportement. Je ne sais pas, là, pourquoi ils s'y sont intéressés, ça reste pour moi une question ouverte. Mais donc en fait, ce comportement-là est reproductible chez toutes les espèces. L'explication qui a été donnée est une explication de type évolutionniste qui part du principe que c'est une situation artificielle et que dans la vraie vie, les conditions peuvent changer. Et que donc ça peut être un avantage évolutif de choisir de temps en temps l'autre option, ne serait-ce que pour vérifier si les situations ne changent pas. Donc il y a une espèce d'échange d'informations contre la récompense. Ils sont prêts à payer d'une certaine façon pour obtenir la récompense. Et c'est ce type de variation entre donc choisir l'option la plus intéressante et choisir autre option, on appelle ça l'équilibre entre l'exploration et l'exploitation. Donc l'explication qui a été avancée, c'est ça, c'est que c'est un avantage évolutif, cet équilibre entre l'exploration, la récupération de la récompense, et l'exploitation, qui est la récupération de la récompense, et l'exploration qui est cette recherche d'informations pour vérifier si la situation ne change pas. Seulement une fois qu'on a dit ça, on a à la fois tout dit et rien, puisqu'on n'a pas expliqué quels étaient les mécanismes qui étaient derrière pour expliquer ce type de comportement. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que le système bascule d'un comportement d'exploration à un comportement d'exploitation? Donc en fait, si on fait le constat donc ça, on est vers la fin du XXe siècle, on est vers les années 80-90. Donc de leur côté, les économistes ont montré que la rationalité de l'agent était loin d'être parfaite. Les biologistes ont montré que les décisions avaient un caractère aléatoire qui résultait peut-être de contraintes évolutives. Et donc la question se pose de savoir si étudier le substrat à l'origine de ces processus pourrait s'avérer un outil utile à leur compréhension. Donc, à partir de là, les neurobiologistes ont commencé à s'intéresser à l'étude de la rationalité. Là, c'est relativement récent finalement parce que ça date à peu près des années 90. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir ce qu'on appelle opérationnaliser le concept, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir trouver les expériences qui vont nous permettre de l'étudier pour pouvoir enregistrer des corrélats dans le substrat neuronal qui nous permettra de comprendre comment ce substrat neuronal fonctionne quand on prend des décisions. Pour ça, on va être obligé de réduire, de trouver un moyen d'avoir une espèce de décision minimum qui nous permet qu'on va pouvoir manipuler en laboratoire pour pouvoir l'étudier. Alors pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est s'affranchir de la conscience, parce que ça permet d'étudier le processus de façon identique chez toutes les espèces. Vous savez qu'a priori, normalement, ça peut se discuter, mais il semblerait quand même que l'espèce humaine est à peu près la seule à être douée de conscience. La conscience est un continuum, c'est pas une entité unique, donc on pourrait discuter de différentes traces de conscience qu'on peut trouver chez différentes espèces, mais en tous les cas, ceux qui sont en tous les cas capables de verbaliser qu'ils ont une conscience, il n'y a que les hommes, mais aussi l'homme n'est pas capable de le verbaliser tout au long de son existence, et notamment dans sa petite prime enfance, tant qu'il n'est pas capable de parler, il ne peut pas vous dire qu'il est conscient d'un phénomène. Donc si on s'affranchit de la conscience, on va aussi pouvoir étudier les processus de décision chez les autres espèces, mais aussi chez les jeunes enfants. Il y a aussi une deuxième raison pour ça, c'est qu'il y a une distorsion entre les stratégies d'apprentissage réelles et celles qui sont verbalisées par les sujets a posteriori. Et ça a été démontré par plusieurs études de psychologie expérimentale. Le troisième aspect, c'est une expérience que j'aime bien, c'est un collègue et ami qui avait fait ça pendant son postdoc en Angleterre. C'est une étude d'apprentissage subliminal. En fait, il a utilisé exactement le même protocole que celui que je vous montrais tout à l'heure, du bandit manchot. Donc les sujets ont présenté au sujet des symboles. Il y avait un symbole de chaque côté, ils avaient un bouton dans la main droite, un bouton dans la main gauche. Mais ces symboles étaient présentés trop rapidement pour qu'ils aient conscience qu'ils l'aient vu. C'était des images subliminales. Et malgré tout, les sujets sont capables d'avoir une courbe d'apprentissage et choisir préférentiellement le côté qui était associé à la plus forte récompense. Donc de façon inconsciente, ils sont capables d'avoir, des sujets humains, ce comportement
d'apprentissage qu'on retrouve donc chez les autres espèces et qu'on peut aussi voir quand on leur fait ce genre de test de façon consciente. Donc ça, je pense que c'est un bon exemple qui permet d'expliquer qu'on peut s'affranchir de la conscience pour étudier ce genre de phénomène. Ensuite, il va falloir définir ce que c'est qu'une décision. Et on peut décomposer la décision de la rationalité. Comment on fait ça ? Eh ben, d'abord, on va donc définir la décision. Et donc, j'aime bien prendre comme exemple ce système qui est emprunté au film Brasil, qui est un film des années 80 qui décrit une société bureaucratique un peu kafkaïenne. Et alors, il y a une espèce de gimmick dans le film. Il s'échange régulièrement cet objet qui s'appelle un executive decision maker et qui est tout simplement un pendule au-dessus d'un coin, comme ça. Il remonte le pendule et quand le pendule tombe, d'un côté ça tombe sur Yes, de l'autre côté ça tombe sur No. Et donc là, on a vraiment la décision minimaliste, c'est choisir entre deux options. Et c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a aucune conséquence là, en l'occurrence. Donc une décision minimaliste, c'est une décision qui n'a pas forcément de conséquences. Donc ça nous permet de différencier la décision de la rationalité. On verra comment on définit la rationalité ensuite. Et si on veut construire un réseau, je ne vais pas rentrer dans les détails du réseau de neurones parce que c'est trop technique, mais ce que ça nous apprend, c'est qu'on peut faire en fait l'équivalent de cet executive decision maker, c'est tout simplement tirer à pile ou face d'une certaine façon, avec un réseau de neurones assez minimaliste. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de population de neurones pour le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est ce qui est écrit ici. Pour que ça fonctionne, il faut ce qu'on appelle une inhibition latérale, c'est-à-dire que si une population est activée, elle doit inhiber les populations voisines. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un rétrocontrôle positif. Si une population est activée, son activation va s'amplifier. Donc ça va faire un système de rupture de symétrie qui fait que si une population commence à s'activer, elle va s'amplifier et elle va inhiber les autres. Donc il y aura une des deux populations qui sera activée et la décision qui correspond à cette population de neurones sera prise. Et le troisième aspect qui est très important, c'est la notion de bruit, de façon à ce que le système à la fois puisse se mettre en marche, parce que s'il n'y a pas de bruit, si on stimule l'ensemble des populations de neurones simultanément, il ne va rien se passer, elles vont toutes s'inhiber mutuellement. Donc il faut qu'il y ait un déséquilibre qui se crée. Et en plus, si le bruit est distribué également sur l'ensemble du système, le système va choisir aléatoirement. Un coup, ça va être une population qui va être activée, un autre coup, ça va être une autre population. Donc ces trois propriétés, inhibition latérale, rétrocontrôle positif, bruit, ces trois propriétés indispensables à un système de décision. Donc une fois qu'on a ça, on va explorer dans le système nerveux quels sont les réseaux, les structures qui possèdent ces propriétés. Et ça, on peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire en électrophysiologie chez l'animal, donc on enregistre les structures des animaux pendant qu'ils prennent des décisions, donc dans ce type de contexte, choix entre deux options, ou on peut faire de l'imagerie fonctionnelle chez l'homme, par exemple, et ça permet de voir quelles sont les populations qui possèdent ces propriétés, inhibition latérale, donc qui vont s'activer déjà pendant la décision, puis qui vérifier si elles possèdent effectivement ces capacités de rétrocontrôle positif, d'inhibition latérale. Il se trouve que le bruit, en fait, c'est quelque chose qu'on savait depuis longtemps. Je vais peut-être le dire sur la diapo suivante. Donc oui, voilà le réseau qui a été identifié. Donc ça, c'est une représentation d'un cortex de macaque. Et donc le réseau implique le cortex, la partie frontale du cortex principalement, et des structures sous-corticales qu'on appelle globalement les ganglions de la base. Alors j'ai détaillé ici, il y a le striatum, le noyau sous-thalamique, le globus pallidus. Pas besoin de rentrer dans les détails, mais ils forment une boucle fonctionnelle entre le cortex, ces structures, le thalamus, et ça revient vers le cortex. Et donc c'est ces réseaux, ces structures qui ont été identifiées comme participant à la prise de décision. Et ce que je vous disais sur le bruit tout à l'heure, il se trouve que pendant longtemps, ceux qui faisaient de l'électrophysiologie dans les ganglions de la base avaient une mauvaise réputation parce que leurs enregistrements étaient bruités par rapport à ceux qui travaillaient sur le cortex, qui était l'organe noble. Donc pendant longtemps, ils étaient considérés comme des mauvais électrophysiologistes à cause de ce bruit qu'ils enregistraient. En fait, non, c'est simplement que c'est une propriété intrinsèque de ces structures. Ça a été montré depuis que ces structures sont naturellement bruitées. Donc on pense que c'est inhérent, c'est structurel, et ça permet au réseau de participer à la décision. Et donc si on reproduit ce réseau sous forme de réseau de neurones, on obtient quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous le représente juste simplement. Donc vous voyez ici, on a notre cortex, ici on a nos ganglions de la base, donc ces structures qui sont là, et tout ça c'est bouclé, et on peut les représenter sous cette forme-là. Si on veut le présenter au système,
prendre une décision entre deux options, et on va retrouver exactement les mêmes propriétés que ce que je vous ai dit tout à l'heure, inhibition latérale, rétrocontrôle positif et bruit. Donc là, on a défini la décision. Maintenant, pour définir la rationalité, il faut que ces décisions aient des conséquences. Il faut qu'il y ait au moins une des deux décisions dont les conséquences sont positives, ou alors que l'autre soit négative. Enfin, il faut qu'il y ait une différence de valence entre les deux conséquences. Il faut qu'il y en ait une, enfin, entre les deux actions. Il faut qu'il y en ait une qui soit plus intéressante que l'autre. Ce qu'on retrouve tout à l'heure quand on testait notre bandit manchot, par exemple. Et ça, donc une fois qu'on a défini ça, on va définir la façon dont le système va apprendre pour que le système puisse capter cette différence. Et donc il va falloir lui rajouter une autre propriété par rapport aux trois précédentes qui étaient impliquées dans la décision. Et là, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que si l'une des deux options est récompensée, plus récompensée, peu importe, à partir du moment où il y a une différence entre les deux options, il faut que le système favorise le choix de cette option. Et pour ça, il faut qu'il modifie la force des connexions à l'intérieur du réseau qui a permis de prendre cette décision, de façon à la favoriser. Donc à la fois à l'intérieur du réseau qui a permis de prendre cette décision, et dans les interactions entre les deux réseaux. De façon à ce que quand une nouvelle fois la situation va se présenter, le système bascule plus facilement vers la décision la plus intéressante. Et là, ça c'est une des grandes découvertes des années 90, c'est la structure qui permet de faire ça. Elle a été découverte par notamment une équipe allemande, enfin suisse et allemande, avec un chercheur qui s'appelle Wolfram Schulz, sur les neurones dopaminergiques. Donc, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais il travaillait chez le primate. Et son expérience consistait à montrer des symboles à des primates. Et les symboles, alors il y a plusieurs formes à son expérience. Là, je vous mets peut-être la forme la plus aboutie. Chaque symbole était associé à une probabilité d'obtenir une récompense différente. Donc, par exemple, l'étoile, c'était 100% à chaque fois que l'étoile apparaissait, l'animal était récompensé. Le carré, il était récompensé qu'une fois sur deux. Si c'était le rond, il n'était jamais récompensé. Et quand ils ont fait ça, une fois que les animaux étaient conditionnés, ils ont montré que les neurones dopaminergiques répondaient, l'amplitude de la réponse des neurones dopaminergiques était une fonction de la probabilité de récompense. Donc, vous voyez, plus la probabilité d'avoir une récompense était importante, plus le neurone déchargeait. Donc ils ont montré que c'était le substrat de l'attribution de valeur dans le système nerveux. Alors, il y a d'autres propriétés aussi, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais ça permet aussi de vérifier a posteriori si la décision correspond à ce qu'on attendait, c'est-à-dire ça transmet un message d'erreur. C'est une propriété qui est un peu plus complexe et je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails ici. Mais donc ça a été montré en électrophysiologie chez le primate, ça a été montré aussi en imagerie chez l'homme. Donc ces structures, ce qu'ils ont montré, c'est que le neurone dopaminergique fournissait cette valeur, était celui qui donnait cette information, attention, ce choix va apporter une récompense de façon plus intéressante que celui-ci. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été montré, ce que l'anatomie nous disait déjà, c'est que ce signal va être principalement transmis au niveau des ganglions de la base. Donc l'interface entre le réseau de la décision et cette information de valeur va être faite principalement au niveau d'une des structures des ganglions de la base qu'on appelle le striatum, qui est une des grandes structures d'entrée du système. Donc si on représente le réseau de la rationalité maintenant, avec d'une part le réseau de la décision qui est cette boucle cortex ganglion de la base, et d'autre part cette information sur la valence, l'intérêt des différents choix. Tiens, c'est original. Comment je repars en arrière? Comme ça. On a cette espèce de système, là, on a une boucle entre le cortex et les ganglions de la base, et puis ici on a la dopamine qui va interagir avec le réseau. Vous l'avez ici représenté, alors cette fois c'est un cerveau humain, et puis si on coupe ici, si on fait une coupe frontale, vous avez ici
les zones du cortex frontal qui sont impliquées. Ici, ces fameux ganglions de la base. Et puis la dopamine, elle provient de cette structure qui s'appelle la substance noire. Elle le fournit au niveau du striatum. Donc vous avez cette boucle de décision, et ici, vous avez le système d'évaluation qui interagit avec, qui interagit avec le système de la décision par l'intermédiaire de la dopamine. Ce qui est intéressant pour nous, pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension de ce système, notamment ce qui va nous intéresser maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment ces différentes structures agissent, quel est leur rôle, comment elles interagissent dans l'apprentissage et la décision. Et pour faire ça, on va utiliser une propriété qui est intéressante, c'est que le réseau est conservé tout au long de l'évolution des vertébrés. Que ce soit les vertébrés les plus archaïques, comme la lamproie, qui est une espèce d'anguille sans mâchoire, ou jusqu'aux différentes espèces, donc les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens et les deux lignées de poissons. Toutes ces espèces possèdent ce réseau, avec des proportions plus ou moins importantes, mais on va retrouver ce réseau avec donc un cortex ou l'équivalent, parce qu'on ne parle de cortex que chez les mammifères. Chez les autres espèces, on parle plutôt de pallium dorsal, parce que l'architecture est un petit peu différente. Mais tout au long de toutes ces espèces, on va retrouver ces structures, et toutes possèdent aussi cette dopamine qui donc est importante pour apprendre à associer des valeurs à différents choix. Et donc si on représente une lamproie, qui est donc le vertébré le plus archaïque, et qu'on représente son réseau de la décision de façon schématique avec ce réseau de neurones, et qu'on lui demande de choisir entre deux actions, on va retrouver toutes les propriétés dont je vous ai parlé, le rétrocontrôle positif, le bruit qui est toujours important, l'inhibition latérale, et le système va fonctionner exactement comme tout à l'heure notre petit modèle de réseau de neurones. Sur un stimulus, il va choisir préférentiellement une des deux actions, et si il va préférer alternativement les deux actions, et si une des deux actions est récompensée, c'est celle qu'il va choisir de façon préférentielle, et on va reproduire une courbe d'apprentissage, et on va conserver ce côté exploration-exploitation à cause du bruit qui est dans le système. Donc là, cette fois, on retrouve exactement le même comportement que les pigeons d'Einstein tout à l'heure, mais le comportement émerge du réseau, et il émerge de ce réseau-là à cause du bruit qui est intrinsèque, bruit qui au départ était indispensable pour que le système prenne une décision, mais qui est toujours présent une fois qu'il y a eu un apprentissage, et qui donc cette fois va jouer ce rôle d'aide à l'exploration. Donc il y a un espèce de double avantage évolutif à la présence de ce bruit dans le système. Le premier, c'est de permettre une décision au départ, et ensuite de continuer à avoir un comportement exploratoire qui permette, si le système change, que le système rebascule et fasse de nouveaux choix. Alors ça, vous me dites, c'est bien joli, mais c'est quelque chose de théorique. Est-ce que vous pouvez le démontrer? Alors on ne peut pas le démontrer chez la lamproie, parce que la lamproie, on n'arrive pas à les conditionner. Par contre, on l'a fait chez la salamandre, enfin le triton plus exactement, qui est une espèce de salamandre aquatique, qui est relativement archaïque aussi, qui a quasiment la même structure de cerveau que la salamandre. Et on l'a testé dans un protocole un peu plus simple que le bandit manchot, qui est un labyrinthe hanté. Donc on pose la salamandre ici. Ici, vous avez deux bras. Ce sont des animaux qui supportent mal la lumière, qui préfèrent l'obscurité. Et donc vous voyez que dans un des deux bras, il y a une plaque qui permet de définir une zone d'obscurité. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits symboles qui leur sont présentés. Et donc un des symboles est associé à l'obscurité. Puis ensuite, à chaque essai, en fait, on change la position des symboles, on change bien sûr la position de la plaque, du coup, et on regarde le comportement de la salamandre. Alors là, je vais vous montrer un essai. Si j'y arrive. Alors la vitesse est multipliée par 2 parce que c'est des animaux qui sont relativement lents. Donc vous voyez, elle regarde le premier symbole, le deuxième symbole, et hop! Et elle se plante, enfin le triton, oui, et donc il se met à l'abri. Et si on regarde maintenant les courbes d'apprentissage, donc c'est exactement le même type de courbe que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. La première, c'est une phase pré-test, mais ici, où vraiment on alterne la position des symboles, et l'animal donc doit juste suivre la position du symbole, vous voyez qu'il a une courbe d'apprentissage qui
qui est honnête, il apprend, il choisit préférentiellement, mais là, il y a toujours encore une part d'exploration. Et ce qui est intéressant, c'est cette courbe ici, c'est que si on supprime la dopamine chez ces animaux, ils vont pas avoir d'apprentissage, ils vont continuer à choisir de façon aléatoire. Donc, des animaux aussi archaïques que le triton, qui ont la même structure cérébrale que la lamproie. Alors, j'ai pas insisté sur une caractéristique, mais qui est importante, c'est que là, en fait, dans ce réseau, vous avez quasiment que le thalamus et les ganglions de la base qui sont impliqués. Ces animaux ont des cortex, enfin des palliums dorsaux, qui sont si peu développés qu'ils n'interviennent carrément pas dans leur comportement. Si on leur supprime, ça ne changera rien à leur comportement. Et en plus, leur structure anatomique fait qu'on sait que ça a peu d'influence sur le comportement, parce que ça a peu de contrôle, peu d'output sur les contrôles moteurs. Donc le système peut fonctionner juste avec une structure sous-corticale, il va avoir ses propriétés d'apprentissage, donc avec le bruit, etc. Et tout ça sous dépendance dopaminergique. Maintenant, si on reprend le même circuit, chez les primates cette fois, donc on se met un peu à l'autre bout de l'évolution, où là, on a un cortex qui s'est développé. Chez ces animaux, il se trouve que le cortex, en lui-même, a une partie des propriétés qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'on va retrouver des inhibitions latérales, on va retrouver un renforcement positif. Par contre, il n'y a pas de bruit. Et ça dépend des zones corticales. Il y a de la dopamine, mais probablement pas, en tous les cas, c'est pas à ce niveau-là qu'elle va jouer un rôle majeur. Par contre, le système est capable de faire ce qu'on appelle un apprentissage non supervisé, c'est-à-dire que si des populations de neurones sont connectées et coactivées, elles vont renforcer leur connexion. Donc le système, il peut apprendre, mais pour apprendre, il faut qu'il soit aidé par quelque chose. Si on veut qu'il apprenne de façon rationnelle, il faut qu'il soit aidé par un système qui, lui, dépend de la dopamine. Et il se trouve que la connectivité existe, et que donc, donc du coup, la prédiction que fait ce modèle, c'est que le système, donc bien sûr, on a vérifié que si on le reconstruisait de cette façon-là, il se comportait exactement de la même façon que chez la salamandre, sans cortex. Il va choisir dans les mêmes conditions, de façon aléatoire, puis il va y avoir une courbe d'apprentissage, mais il va continuer, il va persévérer à choisir de temps en temps l'option la moins intéressante, à cause du bruit qui existe toujours dans ces structures-là. Par contre, et là c'est une prédiction que faisait le modèle et qui était relativement contre-intuitive, une fois que le système a appris, si on supprime les feedbacks, donc les connexions des structures sous-corticales, le système devrait être capable de choisir quelque chose qu'il a déjà appris. Il ne devrait pas être capable d'apprendre de nouvelles choses, mais il devrait être capable d'apprendre quelque chose d'effectuer des choix dans des conditions dans lesquelles il a déjà appris. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu vérifier chez le primate. Et on a fait l'expérience suivante. On a utilisé une tâche de type Bandy-Manchot, encore une fois, mais la tâche, on la faisait dans deux conditions. Donc dans la même session, il y avait des essais dans lesquels on présentait des cibles qu'ils connaissaient déjà, donc ils connaissaient les valeurs qui étaient associées à ces cibles, et puis de temps en temps, on présentait des nouvelles cibles. Et là, il fallait par essai-erreur, de nouveau, qu'il apprenne laquelle des cibles était la plus intéressante. Et quand on fait ça, l'animal choisit préférentiellement, bien sûr, dans les cibles qu'il connaît, celle qui est la plus intéressante, et puis pour l'autre, il a une courbe d'apprentissage, donc on retrouve ce qu'on espérait. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une méthode pharmacologique pour bloquer les ganglions de la base. Donc en fait, on bloquait avec des drogues les structures de sortie. Donc les ganglions de la base ne pouvaient plus influencer le cortex. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passait? Ça ne changeait rien sur les cibles que l'animal avait appris. Il continuait à choisir les cibles qui étaient associées à la plus forte probabilité d'obtenir une récompense. Par contre, dans le cas des nouvelles cibles, il continuait à choisir de façon aléatoire, exactement comme la salamandre tout à l'heure. Il n'était plus capable de produire un comportement d'apprentissage. Après, il y a des petites subtilités, mais là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, on a bien montré que, finalement, et ça renverse un peu des idées reçues qu'on avait, le système avait besoin des structures sous-corticales pour apprendre, donc ce qu'il a hérité de son cortex le plus archaïque, de son cerveau le plus archaïque. Et par contre, ce qui lui permet d'automatiser, c'est ces structures corticales. C'est ce qui est apparu le plus récemment dans l'évolution. Donc on a un système à deux étages, dans lequel le système de décision initiale est distribué dans une grande boucle qui va faire interagir le cortex et les structures sous-corticales. Et le cortex va rajouter un espèce de deuxième niveau qui génère de nouvelles propriétés.
Donc les contraintes fonctionnelles liées à l'architecture du réseau héritées des premiers vertébrés expliquent la suboptimalité des décisions, et donc le comportement d'exploration qu'on peut observer chez toutes les espèces, y compris le coyote. Et le développement du pallium ou du cortex permet d'automatiser certains processus. Donc l'intérêt, c'est que ça permet de développer l'éthogramme. L'éthogramme, c'est la quantité de comportement capable qu'une espèce produit. La rapidité d'exécution, ça diminue la charge cognitive, puisque les choses vont se faire de façon sans nécessiter forcément de l'attention. Ça réduit le coût énergétique aussi, parce que faire simplement des interactions au niveau du cortex, ça diminue le nombre de populations de neurones qui sont impliquées dans une décision. L'inconvénient, c'est que c'est moins souple et que ça peut induire ce qu'on appelle alors, soit des mauvaises habitudes quand c'est du comportement, soit en sciences cognitives, ce qu'on appelle des heuristiques, qui sont des espèces de décisions qu'on prend de façon automatique et qui ne sont pas toujours adaptées. Donc si on résume un peu tout ça, on se retrouve avec un système qui a évolué à partir d'un système initial. Alors, on a montré chez les mammifères que c'était associé à une augmentation, donc le développement du cortex est associé à un développement de l'éthogramme, de la capacité à produire des comportements, mais il se trouve que chez les différentes lignées de vertébrés, en tous les cas chez certaines d'entre elles, des solutions différentes, mais avec des propriétés identiques, ont été trouvées. Donc, notamment chez les oiseaux, on sait qu'au fur et à mesure de l'évolution des oiseaux, chez certaines espèces, le pallium s'est développé jusqu'à représenter le pallium dorsal, plus de 50% du volume cérébral. Ce pallium se différencie aussi, un petit peu comme les aires corticales peuvent se différencier. Et cette différenciation est associée à une complexification du comportement. Alors vous avez cette complexification qui se produit sous la forme de répertoire de chant chez les oiseaux chanteurs, mais ça peut être aussi chez des oiseaux comme les corvidés, c'est-à-dire les corbeaux et les pies. Des capacités cognitives très développées. Certains corbeaux sont capables de résoudre des tâches que des enfants de 2-3 ans ne sont pas capables d'effectuer. Donc il y a une augmentation des capacités cognitives qui s'effectue chez ces espèces. Pour les amphibiens et les reptiles, on ne sait pas. Par contre, pour les poissons, il a été démontré récemment que certains poissons des récifs coralliens avaient aussi un développement du pallium et de spécialisation de certaines aires, et certains de ces poissons sont capables d'utiliser des outils. Donc on voit qu'il y a des solutions parallèles, basées sur les mêmes principes, mais avec un substrat neurologique différent, qui ont été abordés, qui ont été utilisés par le processus évolutif chez différentes espèces, chez différentes taxa, pour multiplier, renforcer la flexibilité des comportements. Jusqu'à présent, j'ai surtout insisté sur des compétences motrices, mais en fait, le réseau est partagé en plusieurs territoires. Il a les mêmes caractéristiques anatomiques, mais ce sont des territoires différents qui sont impliqués. Il se trouve que cette différenciation en différents territoires va être impliquée dans différents types de comportements. Donc on va avoir, en fait c'est un continuum, mais on va simplifier ça sous forme de grands systèmes. Un système plutôt moteur, un système plutôt cognitif, et puis un système plutôt limbique, c'est-à-dire plutôt dédié à la gestion des émotions. Et si on divise ces systèmes de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure avec le système plutôt moteur, on va là aussi considérer le comportement aux deux extrêmes d'un continuum. Donc vous avez une phase initiale qui est une phase d'apprentissage flexible et une phase de stéréotype qui est plus rigide. Alors si on prend ça au niveau moteur, la phase flexible, ça va être l'apprentissage des compétences comme une compétence sportive, l'apprentissage de la musique, etc. La danse, enfin, ce genre de choses. Le jeu, qui est très important chez les mammifères, c'est quelque chose sur lequel je n'aurai pas le temps de revenir, mais qui est quelque chose d'intéressant. Chez les jeunes enfants, le babinage moteur, qui est l'apprentissage de la motricité par essai-erreur à partir d'une génération de mouvements aléatoires. Et à l'autre extrémité du répertoire, on va avoir donc, les répertoires moteurs, les gestes que vous faites au quotidien, les mouvements stéréotypés, les expertises motrices, etc.
Si on s'intéresse maintenant au domaine cognitif, la bascule entre la partie flexible et la partie rigide va se faire de façon plus fréquente. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui se fait vraiment au cours de l'adolescence, et puis ensuite, une fois qu'on a acquis une certaine compétence, c'est beaucoup plus compliqué dans l'âge adulte de les modifier. Par contre, dans le domaine cognitif, on a quelque chose qui est beaucoup plus flexible, qui est probablement, ça pour le coup, aussi une propriété de l'espèce humaine. Et donc la phase flexible, c'est ce qui va se passer quand vous faites des décisions délibératives, quand vous êtes dans un comportement exploratoire, etc. Alors que la phase rigide, c'est ce qui se passe quand vous utilisez une expertise cognitive, une expertise professionnelle par exemple, quand vous utilisez donc des heuristiques, ces fameux biais cognitifs qui sont mis en place dans différentes situations et qui sont pas mal décrits par les psychologues. Et puis bon, si on s'intéresse à la cognition sociale, les compétences sociales. Et enfin, le domaine limbique, la partie exploratoire, ça va être plutôt lié effectivement, encore une fois, à l'adolescence, à l'enfance et à l'adolescence, dans l'exploration, l'exploration hédoniste, l'apprentissage du goût, la période d'apprentissage des émotions. Et puis une fois qu'on est dans une phase stéréotypée, on aura des préférences et des orientations sexuelles qui seront bien définies, des goûts qui seront bien définis, et puis des compétences empathiques plus développées.